Salam alaikum, Azul, bonsoir. La situation en Algérie est d'une gravité extrême. Et je vais répéter ce que je viens de dire. La situation en Algérie est d'une gravité extrême, tellement gravissime, tellement alarmante qu'elle aurait dû convoquer la mobilisation générale du peuple algérien et un état d'urgence politique pour tenter d'endiguer le cours des événements avant que toutes les digues ne soient rompues. Oui, une situation d'une extrême gravité. Parce que, tout simplement, le faux État et la vraie mafia qui s'est imposée à nous, cette entité médiocrate, mauvaise, malfaisante, qui s'est accaparée du pouvoir depuis l'indépendance du pays et qui donnait l'impression de gouverner parce qu'elle disposait de moyens financiers considérables qui lui avaient permis d'anesthésier la conscience politique collective et d'aménager le système en vaste fumisterie rentière, ne les a plus aujourd'hui, ces moyens. Et elle sera presque complètement démunie, complètement à sec, dans très peu de temps. Ce régime est désormais nu, lamentablement nu, totalement désarmé devant l'urgente nécessité de faire face à un péril mortel, et qui risque d'emporter le pays tout entier dans une furie qu'on n'imagine même pas. Et pour cause, puisque nous sommes anesthésiés. La seule possibilité qui lui reste à cette mafia est la force brutale, celle de la répression. Mais même celle-là, elle ne pourra plus, dans un avenir très proche, ni l'entretenir, ni graisser la patte de ses chefs qui ne fonctionnent pas autrement que de se faire grassement huiler les rouages. Le menteur est devant sa porte. Tabba'na al-kadhab al-bab ad-dar, comme le dit cet adage populaire. Et nous sommes tous en train de découvrir, y compris ceux parmi nous qui le savaient déjà, qui nous a menti, ce régime, qui nous a ruinés, qu'il a hypothéqué toutes nos chances de pouvoir nous en sortir. Il nous a tout le temps menti, de toute façon, après nous avoir drogués, anesthésiés, extirpés de notre être collectif, ce ressort propre à sauver les peuples de la déchéance et les délices de Capoue, dans lesquels ils ont été plongés jusqu'à l'assuétude, jusqu'à l'addiction. Et le pire, est que nous ne nous en rendons même pas compte. Tous à pinailler et à se voler dans les plumes autour de sujets tout à fait accessoires, même s'ils nous semblent de première importance. Nous sommes tous là, politiciens, journalistes, observateurs en tout genre, habituels crieurs publics du régime et autres bnedria, et même activistes hirakistes engagés de toute leur âme, et même acteurs de premier plan au sein du régime lui-même, à spéculer, à vitupérer, à haranguer, à montrer du doigt qui un péril, qui un épouvantail. Et nous sommes tous là, à pontifier, qui sur un projet de société, qui sur un autre, à développer d'interminables tribunes, qui sur une perspective, qui sur une autre, à décortiquer qui une grosse manœuvre, qui une autre. Et nous avons tous l'œil collé sur la lunette du microscope, tous obnubilés par l'insignifiante particule de la grande problématique que nous croyons observer et dont nous croyons que nous tenons enfin le point nodal de la crise. Et nous ne voyons pas qu'autour de nous, tout s'écroule, que nos façades rutilantes se craquellent et tombent, que nos murs s'effondrent les uns après les autres, que nos fondations vacillent, qu'une crue s'annonce
à l'horizon, que soufflent au-dessus de nos têtes des vents mauvais, que partout sous nos pieds s'ouvrent des béances abyssales prêtes à tout engloutir de nous, notre patrie, notre passé, notre avenir, notre si vieille mémoire, nos vaines querelles, nos pathétiques mystifications, nos égoïsmes pétaradants. Nous ne voyons pas, nous ne voyons plus, dans sa véritable ampleur, cette terrifiante réalité, cette vérité qui nous a rattrapés et qui nous cerne de toutes parts comme un inexorable étau. Nous sommes aveuglés parce que nous ne savons plus ouvrir les yeux. Nous sommes sourds aux cris de détresse de la terre-mère, parce que nous ne voulons pas l'entendre, parce que nous fuyons tout ce qui ne berce pas nos chimères. Nous nous sommes toujours laissés modeler par les uns ou les autres, par qui nous promettait le paradis, ou la Californie, ou la société idéale, ou la révolution impeccable, ou la grande zerda gratis. Nous nous sommes laissés mener comme des troupeaux par des apprentis sorciers qui nous promettaient de faire tomber la pluie quand ils ne savaient que précipiter la grêle dévastatrice. Et nous avons poussé notre démission collective jusqu'à leur confier l'avenir de nos propres enfants, jusqu'à ce que le menteur arrive enfin à la porte de sa maison. Al-Haq, al-Kiddab, al-Bab, al-Dar. Mais nous en sommes encore là, malgré cette situation qui fait pourtant eau de toutes parts. Incapables de nous secouer, de sortir de cette épaisse torpeur, nous continuons à vivoter un temps, soit peu normalement, à faire comme si de rien n'était. Kain Rabbi, أحييني اليوم وقتلني غدوة كل عطلة فيها خير عساكم تكرهون شيئا وهو خير لكم دوروا جاوي بخر سطيف ما يجي اللي يقتلك حتى اللي يجي اللي يحييك ودز القدام يا أبو علام. Nous en sommes encore là, à nous couper en quatre pour le mouton de l'Aïd. كبش العيد يا دلالي. Après les mémorables gueuletons du Ramadan, à côté de ceux qui se contentaient d'en sentir les odeurs. Et puis le lendemain, d'en admirer les détritus et les ordures. Et pareil pour l'Aïd Srir, pour habiller les gosses de pied en cap. Et pareil pour les mariages, pour ces occasions de pouvoir enfin faire défiler la bijouterie familiale. Et pareil pour tout le reste, ou le paraître, ou la vanité, ou le faire crever les autres de rage et d'envie, et la priorité des priorités. Un peu comme les habitants de Pompéi, quelques heures avant que le Vésuve ne fasse son œuvre et qu'il ne les fige tous dans leur ultime geste de la vie quotidienne. Nous n'avons plus cette capacité propre à tous les peuples vigilants, de l'alerte qui résonne instantanément dans tous les cœurs, dans tous les esprits, qui les pousse au sursaut citoyen, au réflexe salvateur, qui les fait sortir dans la rue comme un seul homme, qui les soude en une inséparable étreinte, qui fait émerger de leur sein des hommes et des femmes pour les mener à la résistance et à l'organisation des urgences. Criminel est celui parmi nous qui sait et qui se tait, et encore plus criminel celui qui ne sait pas et qui entraîne le peuple dans ses divagations, ou pire encore, dans ses mensonges. L'heure est grave, qu'on se le dise. Et ce n'est certainement pas le moment de choisir ses pompiers pour conjurer le sinistre, parce qu'on ne choisit pas ses pompiers. Et ce n'est certainement pas le moment de repeindre la façade quand le pays tout entier menace ruine. Le moment de la sagesse et du courage doit venir maintenant, de rassembler tout le peuple algérien dans un même élan de survie. Nous avons besoin
de vérité, pour pouvoir sauver ce qui peut l'être encore, et reconstruire cette nation dévastée, saccagée, qui ne tient plus qu'à un cheveu. Et nous devons comprendre, définitivement comprendre, que ce n'est pas une question d'homme. Personne au monde, en fonction de ses seules compétences, ni de sa seule intégrité, ne peut redresser une telle situation. Même si nous devions importer les meilleures compétences au monde. La crise est intrinsèque, systémique, et elle requiert un traitement adapté à la gravité de la situation. Celui d'un engagement très fort, très conscient de tout un peuple, de son dévouement inconditionnel et surtout de très grands sacrifices, des années durant, si ce n'est des décennies durant, d'un labeur titanesque et d'une direction éclairée pour remettre le Titanic à flot, pour remettre le Titanic à flot, lui permettre de pouvoir naviguer vers son destin et accéder enfin, de façon vraie, de façon méritée, à son destin de peuple libre et digne. C'est là la seule et incontournable possibilité de sauver ce malheureux pays de la situation où il a été précipité. Le peuple algérien est en mesure de passer par de très longues années de privation, de labeur et de sacrifice. Mais encore, doit-il savoir et comprendre que cela est indispensable, que cela est la seule possibilité de sauver sa jeune nation de l'effondrement annoncé. Il est temps que ce régime qui nous mène droit au mur, à la vitesse TGV, comprenne que son attitude est suicidaire, y compris pour lui-même, pour ses propres membres et leurs familles. Il est encore temps de dire au peuple toute la vérité et de lui dire que c'est à lui et à lui seul de sauver son pays. C'est maintenant qu'il faut dire et agir, avant qu'il ne soit trop tard. استمعوا مليح حكم التاريخ نظامكم مات نظامكم مات نظامكم مات استمعوا مليح حكم التاريخ وردوا للشعب المفاتيح جزائر حرة ديمقراطية قلناها كاع جزائر حرة ديمقراطية نبلو بلادنا في الحرية. Algérie, un régime éclaté, un naufrage annoncé. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Boukhalifa Ben Mammar, journaliste, militant politique. Boukhalifa, merci d'être avec nous. Merci Jamal, bonsoir tout le monde, bonsoir à vos invités, à
tous les téléspectateurs, qu'ils soient ici, de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'Atlantique. Merci encore pour l'invitation. Lies Jbaili, ingénieur économiste financier, fondateur de l'Algérie droit devant. Lies, merci d'être là. Merci Jamel pour votre invitation, merci pour l'invité, merci pour les spectateurs qui nous suivent. Merci. Et comme nous avons annoncé cette liste à l'inverse de la priorité alphabétique, Nordin Aoussat, écrivain, conférencier. Nordin Aoussat, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est Jamaldine. Merci beaucoup. Alors, je voudrais une question comme ça. Cette présentation que je viens de faire, est-ce que vous la trouvez exagérée? Est-ce que vous la trouvez outrancière, bisounours? Je vous laisse celui qui veut se lancer. Nordin Aoussat. Oui, je dirais que c'est un peu le temps de Si Jamaldine. Hein. La première fois qu'on s'est rencontrés en 2016, un été à Londres. À Londres. Oui, je me rappelle. Je n'oserais jamais dire ce que j'avais entendu ce jour-là autour de la table. D'accord? Donc c'est le regard un peu réaliste, très réaliste, au point où il paraît désespéré et je dirais un peu alarmiste. C'est vrai, il y a de quoi, d'autant plus que c'est vrai, les signes qui viennent de l'Algérie, il n'y a aucun signe réconfortant. On aimerait bien un jour venir ici, je t'assure. Moi, personnellement, j'aimerais bien me dire un jour, je fais un Maralibiya pour annoncer de belles choses, pour annoncer qu'il y a des signes positifs, qu'il y a ici et là des points sur lesquels nous appuyer pour dire que de la part du pouvoir, du régime, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose à espérer, quelque chose infime et petit soit-il. C'est vrai, notre Algérie, elle s'annonce très très mal. Ça s'annonce très très mal et je pense qu'il serait bon, il serait salutaire et salvateur qu'on prenne conscience. Qu'on prenne conscience. Et qu'on lance l'alarme. Et qu'on lance l'alarme. Ce régime-là, c'est un régime anti-État algérien. C'est un régime anti-État algérien. L'État algérien et ce régime sont, je dirais, deux opposés. Ce régime-là ne pense pas à l'État. Ne pense pas à l'État, il pense qu'à son pouvoir, il pense qu'à ses intérêts, il pense qu'à leur prébende, c'est tout. Yes. Je trouve votre édito qui est très juste, alarmiste mais juste, qui reflète la réalité du terrain, ce qui se passe en Algérie, sur le terrain, et ce qui se passe réellement. Donc ça, c'est un discours de vérité. Blaise Pascal, que tu connais, Nordin, c'est un physicien qui disait « Je ne vois que l'obscurité, je vois de tous les côtés, mais je vois que l'obscurité ». Le peuple algérien, si on fait cette métaphore, au peuple algérien, il ne voit que l'obscurité avec ce régime. Avec ce régime qui est en perdition, naufrage, qui perd tout et qui essaye un petit peu de jouer la carte, la façade, pour rester au pouvoir. C'est un régime anti-algérien, c'est un régime qui ne pense qu'à lui. La preuve, tout ce qui se passe dans le Sud, il a dépêché le PDG de Sonatrach pour contrôler, pour vérifier les infrastructures pétrolifères. Alors que le Sud, il est en ébullition sociale. La preuve que ce régime, il a oublié le peuple algérien, il fait qu'à sa tête, il est en perdition. C'est un naufrage, certes, oui. Le mot, au départ, je le trouvais un peu, mais je te rejoins, Jamaldine. Maintenant, c'est au peuple algérien de prendre son destin entre les mains et de trouver tous les moyens, pacifiques bien sûr, pour en finir avec ce régime. 132 ans de colonisation, 7 ans et demi de guerre de libération nationale, pour que cette belle Algérie se retrouve otage d'une poignée de généraux. C'est ça, en fait. C'est ça le résumé. Boukhalifa. Écoutez, moi je trouve que vos propos viennent des tripes. C'est le propre de quelqu'un qui aime profondément son pays. Je le retrouve à travers vos propos. Merci. Ce n'est pas ce n'est pas une lecture intellectuelle des événements, au contraire, mais
c'est quelque chose que je partage aussi avec vous. Je ne dirais pas que c'est alarmiste ou pas assez ou trop ou un peu trop. Je trouve que quand le cri vient du fond, il peut avoir tendance à déborder. Mais la norme, elle est où? Elle est où la norme? Quand on est dans la mesure, dans la retenue, je ne le crois pas. Je pense que la plupart de nos concitoyens qui arrivent à sortir tous les vendredis, à mobiliser autour d'eux pour venir exprimer leur envie de lendemain meilleur, et pour eux, pour leurs enfants, pour le pays, et peut-être, pourquoi pas, pour toute la façade nord de l'Afrique du Nord, pourquoi pas. C'est quelque chose qui découle de leur tripes, mais ils le vivent, ils l'expriment profondément. Donc je ne vois pas la différence entre ce que vous venez de dire. Moi, je ne vais pas vous dire il faudra rester dans la retenue, dans la réserve qui est censée être observée, parce que vous animez merveilleusement bien au demeurant. D'ailleurs, les débats qu'on a dans cette chaîne, c'est un esprit dans lequel je me reconnais et qui porte aussi la voix et les envies. J'aimerais bien avoir aussi pouvoir sortir de mes gants par moment, comme vous l'avez fait aujourd'hui, de donner un coup de pied dans la fourmilière. C'est toujours important. Et je pense qu'aussi ça permet de sonner le tocsin quand il le faut. Mais pourquoi je vous laisse discuter à bâton rompu, vous interrompre les uns les autres, avant d'aborder les sujets du jour. Pourquoi est-ce que nous sommes nombreux, et de plus en plus, à avoir le sentiment que nous sommes à côté de la plaque, que nous sommes dans la réactivité, que nous attendons de voir ce qui va se passer venant du régime, ne venant que du seul régime, pour réagir chacun à sa façon. Ou alors quand nous nous occupons les uns des autres, c'est juste pour pinailler, pour nous entre-déchirer, pour nous désigner, pour nous écorcher, pour nous étriper. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas conscients de l'urgence réelle et déclarée de la situation ? Enfin, moi, personnellement, je pense qu'il faut quand même raison garder dans le sens où dans l'appréciation de la situation. Les dynamiques révolutionnaires en général, bien que la nôtre porte en elle-même une rupture épistémologique par rapport à tout ce qui s'est fait auparavant, il y a quand même des phases de maturation. On va passer par... Les gains, les bons qualitatifs ne se font qu'une fois. Une fois que les acteurs censés incarner un peu cette direction débattent, font un bilan étape. On se dit les choses. Mais or, ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'il y a des paradigmes nouveaux qui ont tenté de s'installer, mais qui malheureusement, à l'épreuve de la durée dans le temps, n'ont pas résisté. D'autres sont quand même véhiculés comme des lames de fond, mais ils finiront par remonter à la surface par la force des choses. Moi, par exemple, aujourd'hui, il y a des slogans. Personnellement, je n'y ai pas cru dès le départ, non pas parce qu'ils sont creux, parce qu'ils sont vierges, parce que j'ai estimé au fond de moi qu'ils ne pouvaient pas trouver ça veut dire leur existence dans le monde réel. Moi, le Khawa, je n'y ai pas cru et je n'y crois pas un instant. Je peux quand même je peux me l'expliquer dans le sens où c'est se désigner par Khawa ne nous oblige à rien entre nous. Alors que la concitoyenneté, si, elle, parce qu'elle nous oblige à nous engager entre nous, que ce soit en termes de solidarité, en termes de respect, qu'on se doit mutuellement. Et deuxième des choses, être conséquent. Parce que la concitoyenneté, elle nous oblige plus qu'autre chose. Parce que moi, je vais vous dire ce que j'ai vécu une fois à la place de la République. Quand une militante interpelle quelqu'un qui est assez connu, et quand on entend la qualité de l'échange qu'il y a eu, surtout venant de la part de ce monsieur, je me suis dit, si on considérait les choses sous cet angle, cet échange aurait été, même s'il y a des divergences de point de vue, la divergence se serait exprimée sur un niveau qualitatif beaucoup plus intéressant, qui aurait profité à tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Depuis 6 mois, 1 an, on n'arrête pas de se désigner par tous les noms.
à l'intérieur du On n'est mouvement. donc pas Khawa, de toutes les façons. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que les pires vacheries se font entre les frères. Mais entre concitoyens, il y a une espèce de code. Il y a un code qui est clair. On se reconnaît dans la citoyenneté. Que ce soit dans nos rapports homme-homme, homme-femme, femme-femme, mais le rapport de la citoyenneté exige et impose des choses. Parce qu'à la limite, on peut s'asseoir autour Mais d'une table. est-ce que ces considérations sémantiques qui sont tout à fait avérées, tout à fait compréhensibles, est-ce que c'est le moment de les mettre en exergue? Est-ce que ce n'est pas plutôt, est-ce qu'il n'est pas plutôt plus urgent de sonner le tocsin, comme vous l'avez dit à un moment, d'appeler à la rescousse qui peut permettre d'éteindre l'incendie, d'éviter le naufrage? Jamaldine, moi personnellement, je n'ai pas cru qu'en 50 ou 60 ou 70, combien même 140 vendredis, on allait mettre à genoux un régime qui a 60 ans. C'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Une dynamique, si elle ne gagne pas en maturité, si elle ne fait pas ses bilans étapes, si à un moment donné, les gens ne se mettent pas autour d'une table pour parler, élaguer, mais moi je refuse de mettre la poussière sous le tapis. Il y a des choses qui sont des choses clivantes. On doit les solder avant. Parce qu'une fois qu'on les a soldés, une fois qu'on s'est mis d'accord sur une plateforme qui puisse avoir l'aval de tout le monde et qui puisse tenir dans le temps, pas juste le temps de dire nous avons un ennemi commun, on va l'abattre et puis on va se retrouver entre nous. Non, absolument pas. Moi, je n'adhère pas à cette vision des choses. Aujourd'hui, la gravité de la situation ne doit pas nous pousser à éluder les questions profondes ou même osons appeler ça les divergences profondes, parce qu'elles sont d'ordre politique. Le plus grave, c'est qu'on le dit, on ne le fait pas. On le dit, on ne le fait pas. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, j'appelle, je dirais, de tout mon être, de toute ma volonté, les différents, je parle par exemple de Paris, les hiérarchistes à dialoguer entre eux, à parler entre eux, à jeter des passerelles entre eux, débattant. Il ne faut pas avoir peur de débattre. C'est sûr que le mot khawa dans la culture française, dans le slogan français, quand on parle de liberté, égalité, fraternité, est-ce que fraternité ici veut dire qu'on est tous pareils, semblables, on est tous des clones? Non, on est tous différents, on a, je dirais, des aspirations différentes, on a des idéaux différents, on a des spiritualités même peut-être différentes, etc. Mais on a un destin commun. C'est là, moi si je retiens quelque chose de très important de ce qui a été dit dans l'édito de Sidi Jamaldine, c'est cette gravité extrême de la situation, que nous avons un pouvoir, que ce pouvoir-là, il n'y a plus rien à attendre de lui. Il n'y a plus rien à attendre de lui. On a tendance parfois à dire que, ou à penser, certains même le disent, que le pouvoir il nous mène un peu par les pionneries, parfois c'est l'eau, parfois c'est le gaz, parfois c'est l'électricité, parfois la liquidité. Moi je dis non, c'est pas ça. Il est incapable de fournir cela. Il est incapable de fournir l'eau. Ça, on est d'accord. Voilà, j'y arrive. Aujourd'hui, il faudrait que tout un chacun algérien se dise, moi, ce qui m'intéresse, c'est que déjà, débarrasser ce pouvoir. Parce que ce pouvoir, tant qu'il est là, c'est pas qu'un poids, c'est pas je dirais, une casserole ou un boulet qui... Mais justement, c'est Nordine. Donc on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Comment faire pour s'en débarrasser sur un plan concret? Comment doit faire le peuple algérien pour aller à cet idéal qui serait d'abord de l'évacuer pour pouvoir sauver le Titanic? La première, elle est ici, elle est dans la tête. Et dans la tête je ne suis pas sûr que dans la tête de tous, que ce pouvoir est sorti, à savoir qu'on a conclu, qu'on a définitivement conclu qu'il n'y a rien à attendre de ce pouvoir. Il ne pourra pas sauver, il ne voudra pas sauver le pays, mais même combien même il le voudra, ce qui n'est pas le cas, il ne pourra pas. Il est incapable. Nous allons aborder ce sujet. Il y a incompétence. Elias. Le slogan, il y a certains slogans dont tout d'abord, la place de la République, ce n'est pas l'Algérie.
D'accord. Oui, Moi, c'est juste, c'est vrai, la place de la République. Il y a des- Mais c'est très important. Mais c'est très important, tout à fait. Le C'est régime cœur. considère que c'est Absolument. le principal point de fixation Absolument. à éradiquer, Tout à à fait. neutraliser. Et il a tout mis pour le faire. Il est un peu parvenu. Hein. En fait, moi, allez-y, j'étais toujours réticent à certains slogans que j'ai jamais partagés, mais avec le temps, j'ai dit il faut que je partage parce que ça sort des tripes. Il y a des slogans que j'ai jamais adhéré, j'avais du mal même à les mettre sur ma page Facebook. Il y a d'autres slogans qui sont plus constructifs, beaucoup plus objectifs. Le slogan Khawa Khawa, pour moi, il est à la fois trompeur et rassembleur. Parce que trompeur, c'est vrai, parce que tout ce qui nous relie, c'est la citoyenneté. On peut être dans le même navire, on est Khawa Khawa, mais je veux dire, on est animé par le même combat, la même lutte, et on attend le même destin. Voilà. On sait que le peuple algérien, il est hétérogène, hein, c'est ça, et il n'est pas homogène. Il y a plusieurs courants, plusieurs aspirations idéologiques. Moi, depuis que j'ai pris la parole, à la place de la République, j'ai toujours dit, après c'était moi, j'étais spontané dans ma façon un petit peu, comment je vois les choses. J'ai dit, il faut éviter les sujets clivants. J'ai toujours dit comme ça. Je ne sais pas, est-ce que je me suis trompé, est-ce que je me trompe, J'ai dit, il faut éviter deux sujets clivants, comme ça. L'identité et la religion, comme ça, par hasard. On m'a fait des remarques, il faut mettre tout à table. Il faut mettre tout à table. J'ai dit, le Hirak, il est sorti uniquement pour des revendications politiques. Si on va surcharger le Hirak, il ne peut pas avancer. Et en plus, on ne peut pas avancer sur une seule jambe, unijambiste. Donc certains sujets clivants, il faut le mettre de côté. Les projets de société, il ne faut pas en parler. Il faut d'abord qu'on soit ensemble, on est dans le même navire, on a je ne dis pas ennemi, hein, je dis on a un adversaire qui, en l'occurrence, c'est le pouvoir qui cherche à élaborer des stratégies pour garder le pouvoir et s'accaparer de tout. Il faut qu'on soit ensemble. Malgré nos divergences, il faut qu'on s'accepte, il faut qu'on s'apprécie, je dirais même, il faut qu'on s'aime. Et j'ai dit même, il faut une cascade de rupture à l'intérieur de sa tête. C'est pour ça qu'il y a quelque chose dans la tête. Des fois, il y a quelque chose dans la tête, il faut faire des ruptures. Tu m'apprécies pas, je t'apprécie pas, mais on a un destin en commun. C'est le destin du pays. J'ai toujours dit. Après, avec le temps, peut-être avec la maturation, on apprend. Parce que pourquoi? Le Hirak, c'est une horizontalité. Quand on dit une horizontalité nordine, c'est une infinité de points. Donc, on peut commettre des erreurs, en fait. Donc, c'est dire, à certains moments, il faut rétropédaler, corriger et avancer. Après, j'ai dit, pourquoi pas? Eh bien, tant que le Hirak, il est là, il y a toutes les revendications sociales, identitaires, religieuses. Il faut les mettre à table. Mais est-ce que le Hirak, il va supporter tout cela? Parce que moi, en face, le régime n'a pas de couleur. Il est inodore, il est incolore en physique, on dit. Il n'a pas d'odeur, il est incolore, il n'a pas de couleur. Lui, ce qu'il veut, c'est mater tout ce qui bouge pour garder le pouvoir. Il n'a pas une identité, lui. Hein. Et ce qu'il veut, c'est garder le pouvoir. Et faire tout en sorte pour que le peuple ne récupère pas sa légitimité. Il y avait aussi certains slogans. L'istiqlal. J'ai dit, mais on est indépendant depuis 62. On a la première grande superficie d'Afrique, il y a 6 frontières, comment on parle de l'istiqlal? À la rigueur, istirja' al-sharia, c'est peut-être récupérer la souveraineté pour que le peuple puisse en jouir de sa souveraineté et bâtir son destin. Et j'ai dit, oui, réellement, elle est où notre indépendance? Finalement, oui, l'istiqlal, al-sha'b li yurid l'istiqlal. Une indépendance confisquée. Absolument, c'est une indépendance confisquée. Maintenant, il nous reste quoi? Une seule carte. Et il faut mettre une seule carte. On ne va pas explorer, on va voir toutes les révolutions. L'Algérie, elle a produit l'une des plus belles révolutions au monde. 132 ans pour faire dégager la France, c'était très compliqué. La France, elle était alimentée par l'armement de l'OTAN. Et quand même, on est arrivé à avoir notre indépendance. Je pense qu'il faut laisser de côté, il faut inverser aussi le rapport de force. Pour inverser le rapport de force, il faut qu'on soit ensemble. Il faut que nous trouvions, je dirais même, mettre des préalables démocratiques pour qu'on puisse bâtir une charte, un texte fondateur du Hirak. Mais quels sont ces préalables démocratiques? Il ne faut pas pousser. Il suffit 1 ou 2 préalables pour avancer. Voilà. Boukhalifa, sur cette histoire que vient de soulever l'IS des préalables, c'est vrai que certains hirakistes très engagés, très actifs, parlent de mettre d'abord les préalables sur la table avant d'aller au charbon, avant d'aller ensemble au charbon. D'autres disent, comme vient de le dire Liès, que non, qu'il vaut mieux éviter ce qui peut diviser, ce qui peut compliquer les choses,
libérer d'abord le pays, recouvrer la souveraineté populaire et ensuite pouvoir discuter des choses qui peuvent fâcher, se mettre d'accord doucement. En toute objectivité, qu'est-ce qui peut diviser des citoyens en quête de reconquête de légitimité? Qu'est-ce qui fait peur à ce point? Parce que moi, je vais dire que je voudrais qu'on solde des questions qui sont fondamentales et profondes, parce qu'on est dans une dynamique de refondation nationale. Je vais vous en dire un point, on se jette à l'eau. Certains parmi les hirakistes disent parmi les préalables, nous ne voulons pas que les islamistes aient droit de citer. Nous allons, d'accord, tout ce qu'on veut, les communistes, les capitalistes, les ceci, les cela, mais les islamistes n'auront pas droit de citer. Il ne vient pas en tant qu'islamiste. L'islamisme me cache. Alors que les islamistes, ils vous disent, ah non, nous n'exprimons pas maintenant notre conviction profonde, ni notre idéologie, notre ancrage politique, mais nous voulons conserver notre couleur politique. C'est une couleur politique comme une autre. Moi, j'ai dit quelque chose qui peut-être... C'est considéré par certains comme un préalable. Oui, mais pour répondre à votre question. J'en arrive encore, je vais vous dire, quand Liès, il dit la question identitaire. Oui. La question identitaire est-elle une... Est-ce que c'est une question identitaire? D'abord, on part d'un fait anthropologique. Quand vous allez en Algérie, en Afrique du Nord, il y a des gens qui parlent une langue, qui ont une culture, qui ont des habitudes. Qu'ils soient comme ça, mais c'est un fait, ce n'est pas une question. On doit solder ces questions. Si on veut se retrouver dans un creuset commun, il faudra impérativement que cette question soit réglée. Ce n'est pas la question... Moi, je refuse d'utiliser le terme de la question identitaire. C'est un fait. Il y a un fait anthropologique avéré chez nous. Il faudrait que les gens l'acceptent déjà. Ce n'est pas un fait clivant. Ce n'est pas un fait clivant. Ça ne devrait pas l'être en tout cas. Ça ne devrait pas l'être. D'autre part, le problème que vous avez soulevé, moi, il y a quelques années de ça, je suis partisan, j'ai dit les choses ouvertement. Je dis ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Bien avant le Hirak, il y a des porteurs d'un projet islamiste en Algérie. D'accord. Mais il y a un couloir pour que ce courant-là se structure en courant conservateur. Vous avez un courant conservateur en France, vous l'avez aux États-Unis, vous l'avez en Angleterre, vous l'avez. C'est ce qui permet... Une question d'appellation seulement? Non, ce n'est pas une question d'appellation. C'est une question de refondation à l'intérieur de ces courants politiques, comme il s'est passé dans tous les courants, y compris ceux qui se qualifient de démocrates. Parce que moi, je pars du principe que je ne peux pas me qualifier de démocrate. Oui, mais les islamistes aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux qui s'expriment sur la place, ils sont en train de dire « Nous ne sommes pas d'option chariatique, mais nous sommes d'options civilisationnelles. Oui, toute civilisation reposant sur un socle civilisationnel, c'est ce qu'ils disent. Ça n'a échappé à personne. Ça n'a échappé à personne. Pourquoi figurez-vous qu'en France, la France a été le seul pays qui avait refusé la Constitution européenne? Tout simplement parce que les Polonais, qui constituent aujourd'hui le bloc le plus conservateur d'Europe, ont voulu peser, avec l'appui de Valéry Giscard d'Estaing, pour qu'il y ait des références aux racines chrétiennes de l'Europe. Oui. Ça a fait un flop, pour un tas de raisons, parce qu'il fallait trouver des équilibres. Mais encore une fois, comme moi, le fait amazigh en lui-même, puisqu'en option, c'est ce qu'on qualifie de question identitaire. Oui. Mais le fait musulman, pour moi, ne souffre pas de questions. Ne doit pas être posé en ces termes. Je considère que les gens sont ce qu'ils sont, mais je ne les réduis pas à ce qu'ils sont par essentialisme. Non, je considère que ça ne doit pas être un crispement. Par contre, les options politiques doivent faire l'objet d'échanges. Parce que si le pas n'est pas fait pour que les gens discutent, débattent, y compris des divergences profondes, parce que si on élude cette question aujourd'hui, elle va fatalement se poser le lendemain avec beaucoup plus d'acuité. Mais peut-être que si elle se pose en des temps plus apaisés, où les gens... Peut-être qu'elle sera plus apte à... Mais un ordinateur, laissez-les voilà. Juste pour dire qu'avant l'indépendance, on a éludé un certain nombre de questions. Oui. Et elles sont restées pendantes parce qu'entre-temps, on a eu une dérive après l'indépendance.
Tout à C'est-à-dire fait, que oui. moi, je Il y suis... en a même qui nous sont retournés. Et on plein en figure. vit encore. Hein. Oui. Oui, c'est pire encore. Enfin, le pouvoir, après 62, il a fait pire. Au moins, à l'époque, quand ça a Il été... s'est nourri de ces contradictions. Oui, ce qui est arrivé en 49, quand les nationalistes, les patriotes, entre autres des vrais berbères et des vrais berbéristes, et des vrais des nationalistes, patriotes, etc., l'ont éludé parce qu'à ce moment-là, il y avait un ordre de priorité. C'était un choix stratégique dans l'intérêt de la nation. Dans l'intérêt de la nation. C'est une lecture. D'accord. C'est une lecture, d'accord, c'est de la nation. Oui, on peut ne pas souscrire, mais moi, mon regard sur la société algérienne, je dis que la société algérienne, elle souffre des fragilités très importantes au niveau de la cohésion de la société. Est-ce qu'elle pourrait se transformer en clivage, en fracture? Ah oui, elle peut se transformer. La crise économique aidant, la subversion aidant, est-ce que ça ne pourrait pas dégénérer vers autre chose? Moi, je regarde, je mets les choses en perspective. Je ne regarde pas sur 10, 20, 30 ans, je regarde sur un siècle, par exemple. Je regarde sur un siècle, l'Algérie sur un siècle. L'Algérie a été quand même capable de produire, je ne sais pas, 150 000 harkis. 150 000 harkis, bien sûr, les harkis, il ne faut pas tout mettre dans un même sac, etc. Certains parlent de 420 000 harkis auxiliaires. À des moments, oui. 420 000. Différentes, etc. Des gens sur un point sur lequel on peut dire que ça ne souffre aucune ambiguïté, c'est ta liberté, c'est ton indépendance, c'est ton pays, l'Algérie, le pays de tes ancêtres contre le colon. Normalement, c'est facile à convaincre quelqu'un que là, comment tu vas t'opposer, comment tu vas tuer ceux de tes frères et de tes cousins et de tes compatriotes. Pour dire que les choses ne sont pas simples. Voilà, pour dire que les choses ne sont pas simples. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, moi par exemple, sur la place de la République, je suis le seul qui a été dans une agora qui est totalement opposée à mes idéaux, à mes idées, etc., pour débattre à l'intérieur, pour débattre. Et j'étais très content qu'on m'ait offert l'occasion, non pas seulement de faire un monologue, mais de faire un dialogue. J'ai fait un dialogue avec 2 personnes. Et j'en appelle là, aujourd'hui, c'est la première fois, j'ai traité de ces questions-là. D'habitude, quand je prends la parole, mes vidéos, elles sont diffusées sur ma page notamment. Je ne parle pas de ces sujets-là. Mais aujourd'hui, il se trouve que j'ai parlé de ce sujet, Sidi Jamaldine. J'ai dit que l'Algérie, elle est ouverte à qui est porteur d'un projet capitaliste, socialiste, communiste, qu'il soit démocrate, qu'il soit laïque, qu'il soit islamiste, qu'il soit le seul préalable pour moi, le seul préalable qui est non négociable, c'est le choix du citoyen et de la citoyenne. Et la souveraineté de ce choix du citoyen et de la citoyenne. Et je fais confiance. Je ne sais pas, je n'ai pas dit. Moi, par exemple, on mettra un islamiste ou quelqu'un qui se dit islamiste candidat, et on mettra quelqu'un d'autre qui n'est pas islamiste. Laïque candidat. Laïque, alors imaginons quelqu'un de laïque et d'athée qui se présente pour la présidentielle. Est-ce que vous accepteriez? Je l'accepte s'il est ragil. S'il est ragil, et s'il est là pour appliquer le programme qui émane de la volonté du peuple. Et comment expliquez-vous que vous, qui êtes islamiste, qui êtes proche du mouvement islamiste, je suis musulman orthodoxe, si tu veux, j'accepte fondamentaliste, Voilà ce que je voulais dire à peu près. Fondamentaliste. Comment expliquez-vous que de l'autre côté, il y ait des gens qui se disent laïcs et qui refusent absolument l'expression politique aux islamistes? Il vous dit, oui, d'accord, vous avez le droit, mais de venir en tant que citoyen communiste, mais pas islamiste. Vous n'avez pas le droit. Il se trompe énormément. C'est grave de dire cela. C'est très grave. Comment tu peux dénier à quelqu'un la liberté de se réclamer et d'exprimer ses idées? Comment? De quel nom on peut l'exprimer? Même s'il est dit islamiste, il dit je vais appliquer la charia. Même s'il le dit, c'est son droit. Je ne partage pas, je me bats contre, j'agis contre, mais je ne
pas le droit de lui poser comme préalable d'évacuer cette idée de sa tête. Si ensuite il y a des arbitrages et il y a des manières d'exprimer, de faire valoir ces idées qui ne peuvent être aucunement par la manipulation, le mensonge, la menace ou bien la violence. Il le reste, les jeux Alors, sont ouverts. sur la question identitaire, je te rejoins peut-être le mot. Moi, j'ai toujours dit que l'Algérie est une terre amazigh. Donc, par conséquent, on est amazigh. Est-ce que pour autant, il faut... parce que, vous savez très bien, moi, je oui, suis vous êtes Chaoui, vous êtes Chaoui, et ma mère Qbaïlia, et ma mère Qbaïlia. Donc, alors, c'est-à-dire... votre mère Qbaïlia. Mais est-ce qu'il faut pour autant évacuer ceux qui se croient arabes ou qui se disent arabes, sachant que les Arabes, contrairement à ce que disent certains berbéristes, ils existent dans ce pays. Pardon. Il y a pour quiconque connaît l'histoire et qui n'essaie pas de naviguer, les Beni Hilal et Sulaim sont venus dans ce pays, très nombreux, sur une cinquantaine d'années, depuis 1050 jusqu'à plus de 1100, par vagues successives, elles sont présentes. Et donc, beaucoup de gens, surtout ceux des plaines, et des hauts plateaux et des hautes plaines, se considèrent comme des arabo-berbères. Certains, dans certaines régions, comme Jelfa, Abou Saad, Al-Ghouat, etc., se disent arabes de souche. Que cette terre soit matriciellement amazigh. C'est un V. Mais est-ce que pour autant il faille évacuer ceux qui se disent arabes ou ceux qui se croient arabes? Mais non, on n'a pas le droit. Au fait, l'Algérie est une terre hospitalière. Je dirais même, je ne sais pas, vous me corrigez si je me trompe, c'est une terre de peuplement. Enfin, je ne sais pas. Enfin, oui, peut-être, elle a été un certain temps une terre de... Moi, je peux dire, en fait. Oui, relativement, oui, tout à fait. Des Espagnols, des Turcs, absolument. etc. Donc, non, mais les Arabes, ça a été un apport massif. Massif. Et c'est les historiens qui le disent. Ibn Khaldoun parle de 1 million. 1 million. Ibn Khaldoun. Mais d'autres parlent, certains parlent de 200 000. À un moment où tout le Maghreb... Moi, je suis plutôt de cet avis. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Mais... Je t'en prie. Rapidement pour le... Je t'en prie. Non, je t'en prie. Je veux dire que ce n'est pas l'affirmation, ce n'est pas la double affirmation du caractère arabe de l'Algérie, il y a encore de son islamité présumée, même dans le préambule de la Constitution qui a souffert. On pose le problème, on dit tout simplement que, vous imaginez pour le Kabyle que j'ai été qui a grandi, la chaîne 2, elle commençait à émettre à partir de 16 heures. Non, mais là c'est un autre sujet. Oui, moi, je comprends très bien la frustration. Je comprends parfaitement la frustration. Je comprends. Je ne parle pas de la frustration, je parle d'un déni de justice. Oui. Vous savez, quand nos mamans, elles se mettaient devant le poste télé et qu'elles regardaient les infos et elles ne comprenaient absolument rien du tout. Mais il faut le vivre, personne n'a dit le contraire. Mais nous ne parlons pas de ça. Oui, mais nous parlons... Oui, moi j'ai dit... Pardon, tout simplement, j'ai dit oui, cette matrice est amazigh. Mais est-ce que pour autant, comme le font certains berbéristes, est-ce qu'il faut rejeter cette appartenance à l'arabité? Serait-elle culturelle? Serait-elle ethnique? Serait-elle civilisationnelle? Ce n'est pas l'appartenance, ce n'est pas un débat intellectuel, Jamaldine, c'est des faits. Est-ce que moi je vais nier qu'en Algérie il y a des gens qui ont un parler amazigh et un parler qui ne l'est pas, qui est arabe? Non, mais absolument pas. Non. Ça ne vient. Vous savez, le mouvement de 80, avril 80, sur les banderoles, contrairement à ce que le régime a voulu faire croire, il n'a pas été question de dire que l'arabe n'existait pas. Oui. Contraire. Oui. Quand vous voyez les Égyptiens qui parlent avec leur argot dans leurs médias, leurs écrivains, leurs intellectuels qui s'expriment avec ce qu'on appelle l'égyptien, pas forcément l'arabe classique, ils n'ont aucun complexe là-dessus. Quand vous prenez la télé algérienne, on a complexé l'Algérien qui a envie de parler non, c'est quand même ahurissant, Jamaldine. Quand on dit mais je peux vous renvoyer Récemment, il y a eu une manifestation pour la Kabylie. C'est très bien. On m'a rapporté, je ne suis pas sûr, vous y étiez, oui. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Oui, on m'a rapporté que dans une grande banderole, c'était écrit, dans la banderole centrale, principale, c'était écrit dans toutes les langues, en amazigh, en français, en anglais, en je ne sais pas quoi, sauf en arabe. Est-ce que vous confirmez? Jamaldine, est-ce que vous confirmez? Non, attendez, je vais vous dire. Ouais. Je vais vous dire d'abord, juste, je place. Il y avait en début de cortège, c'était d'abord, vous savez ce qui se passe en Kabylie en ce moment. Oui. Donc on a arrêté, depuis que le MAC
et l'organisation Rachad ont été catalogués comme des organisations terroristes par le régime. Donc pratiquement ceux qui peuvent être assimilés à ces gens-là sont passibles de l'article 87 bis, entreprise terroriste. Et à l'extérieur de la Kabylie, on a trouvé mieux, c'est l'atteinte à l'unité nationale. Oui. C'est pour ça tout à l'heure, Oui. l'échange que l'on a eu, je vous ai dit, il y a un souci. Vous savez, on a eu... moi, je ne me suis jamais inscrit dans ces discours essentialistes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit, oui, les autres régions d'Algérie, je ne considère pas les autres régions d'Algérie. Oui, le Qbaïl, Ntouma, Fiqtou, Bekri. Non, c'est pas ça. C'est pour ça que j'ai eu tout à l'heure ce préambule par rapport à la citoyenneté. Tout citoyen algérien qui se considère concitoyen de celui qu'il y a à l'Oued, à Tougourt, à Djelfa, à Al-Rouat, il va se lever au nom de cette concitoyenneté pour condamner ce qui se passe ailleurs. Mais ce n'est pas... Mais je suis d'accord, Boukhalifa. Moi, j'ai posé la question à Lies. Il n'est pas question pour moi ou pour quiconque de rejeter une quelconque dimension d'appartenance de ce peuple. Et la question que j'ai posée, j'ai dit oui, c'est vrai. J'ai profité de l'occasion, je lui ai dit, est-ce pour autant qu'il faille rejeter, au nom de cette amazérité matricielle, cette appartenance arabe ou arabo-berbère revendiquée par des millions de nos compatriotes. Il ne faut pas les C'est opposer. tout. Voilà, il ne faut pas les opposer. Oui. Mais c'est exactement Ce serait que vraiment j'ai un posé. suicide. C'est dans Ce ce serait un sens. suicide C'est dans ce politique. sens que Oui. j'ai posé cette question. Pardon. Mais je vous laisse poursuivre. Moi, en Elias. tant que Chaoui, Kabilo, ou peu importe, ou Amazir, des deux côtés, c'est-à-dire, j'ai toujours grandi, j'ai été élevé, éduqué dans toutes les régions. Je connais toutes les régions. Cette Algérie, elle est hospitalière, certes. La matrice, elle est Amazir. Mais on n'a pas le droit de dénier l'existence de l'autre, la dimension d'une région. À plus forte raison que la Oui, tout à dimension amazigh a longtemps été déniée, opprimée, rejetée, Tout à fait, absolument. muselée. Mais Moi, je me rappelle, Chaoui Abkari. Oui, je vous dis. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai appris ma dimension amazigh maintenant, à la place de la République. Parce que j'étais dans la Constantine, qui est très cosmopolite, où vraiment, c'est vrai, on était berbère, certes, mais on n'était pas vraiment, on s'appuie pas sur cette dimension identitaire. Mais je pense que la question identitaire est très importante. Ça consolide un peu, si j'ose dire. Mais il faut qu'on avance. On est un peuple de matrice amazigh, on est cosmopolite, c'est une terre hospitalière, c'est une terre pour tout le monde, finalement, cette Algérie. Donc, elle est je veux dire, on trouve... je suis désolé pour le terme, des fois, moi, je ne dis pas islamiste, je ne sais pas, par pudeur, je ne sais pas pourquoi, je dis conservateur, religieux, conservateur sur les mœurs, mais je dis... Pourquoi en Europe, ils n'ont pas de complexe à dire démocrate chrétien? Ils ont réglé Pourquoi ça. Trump va à sa réunion avec la Bible sous le bras? Oui, on n'est pas dans les mêmes Pourquoi dans le configurations. dollar s'écrit In God We Trust? Non, Pourquoi on n'est pas dans la même Oui, configuration. mais Moi, je suis pas islamiste et je ne milite pas pour l'islamisme, qu'on s'entende bien. Mais j'essaie de mettre les choses sur le tapis. Pour Après, qu'on si puisse vous voulez poser la crever question... les abcès. quoi. Après, si vous voulez poser la question à Elias Jbeili, qu'est-ce que tu souhaites pour... C'est quoi le rêve d'un projet de société? Moi, je dis, je suis laïque. Voilà, je le dis, je l'affirme. Je suis... Je vais vous dire quelque chose. je suis démocrate inclusif. Je vais C'est-à-dire... vous dire quelque chose, même si aujourd'hui j'ai trop parlé, je le reconnais. Moi aussi, je suis laïque. Non, mais... Je vais me faire lyncher pour ça. Mais non. Moi, je suis un laïque convaincu, mais pas à la française. Moi, je suis pour la séparation du religieux, Tout à fait. du politique, mais dans l'acceptation et le respect profond qui est dû à la pratique de cet islam qui est dans les tréfonds même de notre personnalité, y compris pour ceux d'entre nous qui sont... Moi, je me rappelle, c'est des communistes, par exemple. Hein. Mais je vous laisse poursuivre pour qu'on puisse passer au sujet suivant. Donc, il n'y a pas une démocratie à la carte, une démocratie sur mesure et une démocratie inclusive. La démocratie a été inventée par les Grecs pour mettre fin au conflit. Et même, elle se faisait de façon aléatoire pour choisir. Donc, on n'a pas, c'est-à-dire, si moi je suis laïque, je n'ai pas le droit de dénier l'existence de l'autre. Au nom de quoi? Et je suis quoi pour dénier? Donc, cette Algérie, elle est plurielle, il faut l'accepter en tant que telle. Après, quand les esprits seront apaisés et la société sera sereine, là, on va débattre le vrai projet de société pour l'Algérie. Un projet de société avant-gardiste, moderne, pour mettre cette Algérie à l'instar des pays modernes. Voilà. Alors, j'aimerais que nous puissions aborder un sujet dont on ne parle pas vraiment,
d'habitude, y compris là dans cette émission. On ne fait que l'effleurer, parfois pour ne pas... Le Hirak. Parfois, quand on voit qu'il est au plus bas, on essaye d'arrondir les angles un peu, pour ne pas décourager les gens, pour ne pas semer comment dire, le pessimisme. Alors que je crois que le moment est venu de parler du Hirak réellement, vraiment, franchement. Essayer de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui sous-tend ce Hirak réellement. Pourquoi a-t-il commencé aussi fort et s'est-il un peu essoufflé pour en arriver là à ne plus être brandi et porté à bras-le-corps que par une seule région? Est-ce que vous pouvez nous en parler, mais vraiment à bâton rompu et à cœur ouvert? Vraiment. Moi, je ne suis fondé en rien à titre personnel pour parler au nom du Hirak. Mais pas au nom du Hirak, du Hirak. Oui, mais il y a quand même beaucoup de choses dont il faudra parler. On ne peut pas faire le parallèle avec la révolution de 54. Parce que la révolution de 54 est le produit d'un processus social, d'un processus politique. La révolution de 2019 est un autre processus. Par contre, les similitudes, ce qui nous a fait défaut. D'abord, pour les plus optimistes d'entre nous, on s'est dit qu'au bout d'un certain temps, relativement vite, on allait avoir des légitimités qui pourraient peut-être incarner la démarche d'Aban Ramadan, mais d'un point de vue collectif. Ça nous a fait défaut dès le départ, puisque les égos des uns et des autres, et la volonté pour certains de ne pas s'y inscrire, parce qu'ils ont pris un peu le train un peu en retard, certains ont pris le train par stratégie. On a été tout de suite dans le rapport de force et la stratégie. Du coup, on a empêché l'émergence de nouvelles légitimités, ce qui a permis une aspérité au régime. J'aime bien ce terme, une aspérité au régime. Bien sûr. Saillie, oui, là où ça a permis à ce qui s'accroche. Ouais. Les moments forts, les temps forts du Hirak où il y a eu une intelligence collective pour converger sur des actions, ça veut dire qu'on a été beaucoup plus stratège que le régime. C'est des temps forts qui ont porté leurs fruits, qui se sont inscrits dans cette démarche. Mais les temps faibles, où le régime nous a donné des coups, on les a encaissés. Mais c'est là, c'est dans ces moments-là qu'il faut faire preuve d'intelligence collective. Ce qui veut dire qu'il faut avoir cette capacité à aller discuter avec les autres à bâton rompu. Et pourquoi il n'y a pas eu ce réflexe? Parce que d'abord, pourquoi est-il passé ce Hirak à cette phase d'engouement, d'enthousiasme, de fraternité, d'élan extraordinaire à ce que nous voyons aujourd'hui? Vous voyez, d'un point de vue physique, et ce n'est pas Aliès qui va me contredire, quand vous avez une inertie avec laquelle vous avez quelque chose qui bouge, donc l'inertie va lui profiter à un moment donné. Elle va lui profiter, mais à un instant relativement important, cette inertie va porter ce mouvement et il s'arrête. Tant que ce mouvement ne s'auto-alimente pas de lui-même, tant qu'il ne se pose pas les bonnes questions. D'abord, je vais vous dire culturellement, cette impossibilité à dépasser les égos, d'une part, ça c'est un fait, dans un premier temps. Ça suffit à décourager les gens qui s'engagent, qui sont là, qui sont portés aussi, qui se laissent porter par cette dynamique, mais quand ils voient que ça peut se résumer à des égos, d'une part. Et d'autre part, il faut faire son mea culpa. Qui doit faire son mea culpa? Les acteurs du Hirak. Autrement dit, les Algériens. Oui, mais... en tant que peuple. Vous savez aussi, vous savez, moi, ce concept de peuple me fait dresser un peu les cheveux, parce que je lui préfère, parce que le peuple, c'est un concept, vous savez, ayant grandi un peu une partie de ma petite enfance, de l'époque de Mboumbien, ce slogan, ce mot-là a été complètement vidé de son sens, galvaudé et vidé de son sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère le concept de la citoyenneté des citoyens. Pourquoi? Parce que les citoyens sont concernés, ils ne sont pas spectateurs. Les citoyens sont concernés, ils donnent leurs avis, ils s'impliquent. Et ceux qui
pour des raisons, pour une autre, sont portés aussi par l'accélération de l'histoire, font d'eux qu'ils occupent les devants de la scène, ils produisent et ils apportent. C'est-à-dire qu'à la limite, ils soumettent, ils lancent des pavés dans la mare, ils suscitent la réflexion. C'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, nous sommes dans le politiquement correct. D'une part, nous ne sommes plus dans la transgression. La transgression et le courage permet la non-stagnation. Le débat, il peut être dans tous les sens, mais il faut qu'il y ait un débat sur tout. Je pense qu'une fois qu'on a Vous êtes en train d'écrire la révolution. Non, je n'écris rien, absolument pas. Vous savez, quand on aseptise les débats, il ne reste plus rien. Absolument. Absolument. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on est là, à se mettre d'accord de manière assez pompeuse, qu'on est d'accord, on montre qu'on est d'accord, parce qu'on va dire, tiens, il ne faut pas parler trop haut, parce que sinon le peuple... Non, je pense qu'aujourd'hui, on se doit la vérité entre nous. Et on se doit la vérité vis-à-vis de nos concitoyens. Et sans faux fuyant, voilà l'état de l'engagement des uns et des autres, voilà où chacun est, voilà la réflexion de tout un chacun. Je vous invite à écouter l'enregistrement de mon intervention tout à l'heure à la place de la République. Je ne manquerai pas. Non, vous allez voir que je parlais justement de ça. Pour la première fois, je parle d'autres sujets, surtout du pouvoir. Je déconstruis, j'explique un peu ce que la transitologie dit sur les points communs, sur toutes les transitions, etc. Et ça nous intéresse en tant qu'Algériens de le savoir. Je vais vous dire, c'est lui qui va se faire taper sur les doigts aujourd'hui, parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un sur un plateau télé dire « je suis un musulman orthodoxe ». Ce n'est pas un virage sémantique. Mais n'en est pas sa première. Nordina est très courageux. Il n'a peur de personne. Moi, le 3 juillet, sur une émission, toujours le Maralbia de Londres, j'ai participé sur 30 années, l'évaluation des 30 années de la participation des islamistes au pouvoir. C'était une émission de Londres. Et il y avait Gemmazi, il y avait le représentant, un député de Hams, et il y avait Kamel Gemmazi et moi. Et donc, quand le présentateur qui s'est trompé énormément, il m'a présenté en tant qu'islamiste, j'ai dit non, je ne suis pas islamiste, mais je suis musulman complet. Moi, je fais la différence. Moi, la première fois où j'atterris en France, à Aix-en-Provence, il venait juste d'écrire son livre, François Burga, sur l'islamisme au Maghreb. Il a consacré 3 pages entière à l'explication de chacun de ces termes. Qu'est-ce que c'est islamiste? Qu'est-ce que c'est intégriste? Qu'est-ce que c'est fondamentaliste? Qu'est-ce que c'est néo-fondamentaliste, etc. Chacun des termes, etc. Et depuis 30 ans, il ne cesse d'écrire son dernier livre. D'ailleurs, c'est l'islamisme politique. Je dis, moi, pour répondre à la question de Jamal pourquoi le Hirak est passé de là où il était à ce qu'il est aujourd'hui? Le Hirak, il est passé... Il y a un peu la particularité algérienne, la particularité algérienne. Et il y a aussi le point commun à tous les systèmes de transition, à tous les mouvements de transition d'un système autocratique, autoritaire, à un système démocratique, etc. Tous, ils passent par des moments, par des phases où il y a une stagnation, où il y a un recul. Ça, c'est vraiment... Mais est-ce qu'on peut expliquer ça par la seule subversion, par la lassitude, par d'autres choses? Pourquoi à Hirak, où il y avait 20 millions de personnes, se retrouve et dans tout le pays. Pour nous, en Algérie, parce que j'ai cette faculté de parler dans les 3 langues, de lire dans les 3 langues et d'écouter toutes les tendances, les tendances. Il y a énormément les méfiances, les craintes, les appréhensions et ou surtout, je dirais, les adversités qui ont été nourries depuis des décennies, qui ont refait surface. Moi, j'ai des gens qui me disent, moi au départ, je les lis, je suis contre eux, je suis contre leur position, qui me disent au début, le Hirak, on était à fond pour le Hirak. Mais on voit que le Hirak est récupéré par les berbéristes ou les laïcs, etc. Donc, je ne me reconnais plus dans ce Hirak. Un autre qui te dit le contraire, que ce Hirak-là, il risque d'être récupéré par les islamistes. Donc, je préfère freiner, poser les préalables, poser tout sur la table, etc. Alors qu'on sait que pratiquement, c'est impossible. J'ai failli me faire lyncher
prêché le 3 décembre sur la place de Stalingrad. Je suis au courant. Voilà, j'ai pris la parole 3 minutes, j'ai eu 7 personnes qui ont pris la parole pour me répondre et chacune, elle a pris 5 minutes, 7 fois 5, 35, presque 20 minutes compte. Et pourtant, ce que j'avais dit, j'avais juste dit, attirer l'attention, qu'il y avait l'article 87 bis qui était devant la scène des personnes qui prenaient la parole pour parler de l'abrogation du Code de la famille. Moi, je veux bien que quelqu'un le prenne, qu'ils soient nombreux, moins nombreux qui le prennent, mais juste qu'ils nous disent est-ce qu'ils veulent l'abroger de façon démocratique, par le voie référendaire, par, je dirais deux fois démocratique, ou bien, je ne sais pas, d'une baguette magique, ou voilà, je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien qu'ils me disent. Mais a priori, je pense, et c'est ce que j'ai dit les sociétés, le mot a été utilisé 2 ou 3 fois, il y a l'anthropologie, il y a la sociologie, il y a l'histoire, il y a l'ethnologie, il y a l'évolution qui se fait sur des décennies, parfois des siècles, pour certaines choses. Pourquoi nous aveugler et nous tromper et nous mentir nous-mêmes en pensant que c'est juste dire j'abroge, ça sera abrogé. Ou alors aller calquer stricto sensu les projets de société des autres. Encore pire. Sans en connaître le parcours. Encore pire, si Jamal Din, moi, pour dire, tu vas sur ma page Facebook, tu liras imam citoyen. Et je suis connu dans le dialogue interreligieux, quand on me présente comme un imam citoyen. Et je pense qu'ils sont inséparables. Je ne dis pas que je suis imam seulement, et je ne dis pas que je suis citoyen seulement, je suis citoyen et imam. C'est comme ça sur ma page Facebook, et c'est comme ça que je suis connu sur la place publique française, par exemple. Et c'est comme ça que vous êtes très apprécié. Je me permets de vous le dire. Merci, Si Jamal. Publiquement. Lies Jbeili. Ben, le Hirak, il est passé. Le Hirak est un processus révolutionnaire. Maintenant, on dit Hirak, mais Hirak, il a donné naissance à une révolution. On est en plein processus révolutionnaire. Quoique je garde toujours ce slogan qui dit Hirak al-fikra la tamout. C'est bien. Mais là, on est en processus révolutionnaire. Dans une révolution, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des coups de poignard, il y a des traîtres, il y a ceux qui retournent leur veste, il y a ceux qui vont à la mangeoire. C'est ça une révolution. C'est ça. Ça fait partie de la révolution. Donc, revenons au Hirak. Le Hirak, il est passé par plusieurs phases. Des temps forts, des temporalités différentes. Hein. Voilà. Donc, je me rappelle le temps de l'engouement où on était tous unis en osmose, on venait fiers, heureux, avec des drapeaux, Amazir et l'emblème national et l'emblème Amazir. C'est-à-dire tout le monde en était en communion, c'est-à-dire notre seul souci, comment déloger ce système pour construire un état de droit et démocratique. C'est ça le but, la finalité. Fais ce que tu peux. Tous les chemins de mer pour hommes, mais la finalité Rome, elle t'ouvre son amphithéâtre en te disant tu vas construire un état de droit et démocratique. À partir du moment où il y a certains critères qui sont rentrés, qui sont engouffrés au sein du Hirak, le critère idéologique, la force d'inertie, en fait, la vitesse, elle diminue forcément. U est égal à RI. Si la résistance, elle diminue, le courant augmente inversement proportionnel. Donc, quand le critère idéologique, il est rentré en plein Hirak, il va le freiner. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce qu'au fait, au lieu qu'on s'occupe comment trouver les moyens d'éloger ce système, on passe à se chamailler. C'est une déperdition d'énergie. C'est des déperdition d'énergie. C'est mort avec ce système, parce que ce régime, il est stratège, il est fort, il est puissant. Certes, il est en perdition, mais il arrive à se régénérer. C'est ça, il arrive à se régénérer. On a eu une explication physique d'un phénomène, c'est très intéressant ce que vous dites. Et puis voilà, on est passé, moi je me rappelle quand le Gaïd Saleh, il a convoqué le corps électoral le 15 juillet, et je me rappelle ça, il fallait qu'on trouve les moyens pour contrecarrer ça. Et c'est là où ça a commencé à partir en vrille, et puis après l'élection de Tebboune, le 12 décembre, après le Hirak, il a commencé à chuter. Il y a certaines régions qui n'ont pas adhéré, je ne sais pas pourquoi. Après, moi, je ne suis pas sociologue pour savoir si j'ai une idée, ma propre idée, mais cette idée,
Est-ce qu'il y en a qui C'est l'a pas? bien intéressant de la développer un de ces jours. Oui, un de ces jours, Oui. certes, mais Oui. moi, Encore que ça reste un peu un absolument. tabou. Moi, quelque j'ai part. toujours que le baromètre, c'est la Kabylie. C'est pour ça il faut la protéger, parce que c'est elle, la locomotive, qui va prendre tous les wagons vers le haut. Parce qu'on a besoin d'une tête de liste, c'est comme ça. On a besoin d'une région qui fédère tout le monde. Une tête de machine. Une tête de machine, ça fait pas... c'est comme Alors, Je pourrais juste rajouter quelque mais chose. très vite, parce que Oui, nous très avons un vite. dernier sujet. Oui, oui. Allons-y. Mais en fait, tout élan révolutionnaire, toute démarche révolutionnaire, si les cadres organisationnels lui font défaut, on peut réitérer le raïta. Ben, ça va être l'objet du prochain thème, Voilà. de la prochaine thématique. Voilà, Alors justement, Boukhalifa, pourquoi le Hirak ne s'est pas structuré? Est-ce qu'il pouvait se structurer et qu'on n'en a pas voulu? Si oui, pourquoi? Et est-ce qu'à l'avenir, il pourra y aller? Parce que forcément, il faudra bien qu'il le fasse un jour. Je vous laisse en parler. Ce sera le dernier tour de micro avant la fin de l'émission. La structuration d'une démarche de changement s'inscrit dans des lignes de force. Ces lignes de force sont définies quand il y a non seulement ce processus de maturation, mais cet échange, ce débat profond, sans œillère, absolument sans frein, sans filtre. À partir de là, les lignes de force vont sortir. C'est-à-dire que dans une démarche collective, nous décidons de manière collective ce qui est à éluder pour l'instant, ce qui ne l'est pas. Mais les cadres organisationnels dont j'ai fait réflexion tout à l'heure, les uns vont appeler le congrès, des états généraux, tout ce que vous voulez. Mais si le débat est pauvre à l'intérieur même du Hirak, parce qu'aujourd'hui, le débat s'est limité, ça s'est limité à ça. En fait, chez beaucoup, d'ailleurs je le dis et je l'assume, aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris du devant sur la scène. Pour ne pas le citer, je vais dire que moi, l'appréciation que je fais des apports des uns et des autres dans cette dynamique, je peux les apprécier. Mais quand je vais dire, je vais prendre mon espace YouTube pour dire à longueur de journée, non, ce n'est pas ça dont on attend aujourd'hui. Ce processus de bon qualitatif qui va permettre à ce qu'il y ait un débat profond, je pense qu'il est temps, il faut le dire, il est temps que cette démarche clownesque cède la place à l'intelligence. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis. L'intelligence, c'est dire quelque chose de sensé. On n'est pas obligé d'avoir un bac plus 10. Concrètement, est-ce que ce Hirak pourra se structurer de façon à ce que demain, il puisse dire au régime, tenez, voilà nos représentants pour se mettre de l'autre côté de la table, pour pouvoir négocier avec vous, pour dessiner une feuille de route. Mais vous savez, Jamaldine, dans les démarches révolutionnaires, on ne se pose pas la question est-ce qu'on pourra. On se pose la question on se doit. On se doit d'eux, parce que ce sont les exigences que l'on s'impose à soi-même déjà, et qu'on l'on s'impose de manière collective qui permettent d'avancer. Parce que le clown, il n'a plus le droit de citer à partir du moment où il y a une démarche collective qui refuse d'aller au-dessous d'un certain, qui refuse des procédés. Où il s'y inscrit, où il est évacué. Oui, mais il ne faut pas laisser le choix. Vous savez ce qui s'est fait à partir de 1947 ? C'était la rupture générationnelle qui a été faite. Ceux qui ont conduit la révolution de 1954, la moyenne d'âge, elle était de 30 ans. Oui. Elle était de 30 ans. C'est quelque chose d'absolument significatif. Oui. Nordin Afsat. Encore une fois, on revient sur ce sujet. Je vous assure que ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, je porte cette barbe depuis 79. Je ne l'ai jamais portée, même si Jamaldine, quand il m'a connu, elle a connu bien plus courte que cela. Mais exprès pour ce Hirak, pour ce peuple algérien, pour casser ces tabous, pour casser ces images, pour casser ces préjugés, pour casser ces idées préconçues, qu'un barbu, donc il réfléchit pas, il ne raisonne pas, il n'est pas ouvert, il n'est pas démocratique, il n'est pas pour la laïcité, il n'est pas pour la démocratie. Non, il faut qu'on casse tous ces clivages, toutes ces idées préconçues. Il y a 2 livres
très important dans la communication non violente. Un de Thomas Dansenberg, dont le titre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». C'est un livre qui a été vendu, qui a été traduit dans des dizaines de langues, vendu à des millions d'exemplaires. Pourtant, qui part d'un principe simple. On ne te demande pas d'être gentil. On te demande d'être vrai. Dis-nous qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux cette Algérie de demain. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un poker mensonge. On n'est pas vrai, on essaie de passer pour le gentil, celui qui ne veut pas casser le Hirak, celui qui veut Mais est-ce qu'on pourra aller vers un Hirak qui se structure, qui s'organise, qui laisse émerger d'entre lui-même des figures qui pourraient le mener? Il y a structure et structure. Il y a aussi contexte et contexte. Le contexte algérien, malheureusement, celui qu'on a en face ne veut pas négocier, n'aide pas à la négociation. Mais on dirait que le Hirak lui-même, il a été tellement échaudé qu'il a peur de désigner des leaders. D'un, pour qu'ils ne soient pas embarqués, bien sûr, et de deux, parce qu'il ne fait plus confiance à ses meneurs, à ses leaders. Tout à fait, c'est rare de trouver 2, 3, 4, 5 personnes qui peuvent faire l'unanimité. Alors que si on ne fait pas confiance à l'autre, pour quelle raison? Parce qu'on ne se fait pas confiance à soi-même. Celui qui n'a pas confiance en lui, en ses idées, en ses aspirations, il a peur des autres. Mais moi, demain, Karim Tabou, je suis désolé de citer des noms, mais comme ça, même un autre qui passe, qui se présente, il ne va pas monopoliser la représentation. Mais à un moment, si on a besoin de figures, si on a besoin de personnes pour nous représenter, qu'il passe. Dernier mot, juste en quelques secondes, un autre livre du même acabit, dans le même esprit, les mots sont des fenêtres ou des murs. Marshall Rosenberg dans la communication. Les mots sont des fenêtres ou des murs. C'est-à-dire, on peut se parler pour ouvrir des fenêtres, que moi je t'entende et toi tu m'entends, que moi je puisse te parler et toi tu puisses te parler, ou bien on va utiliser des mots pour ériger des murs, bâtir des palissades qui vont nous séparer les uns des autres. Il est temps que les Algériens, les Algériennes aillent les uns aux autres et aient ce courage de s'écouter les uns les autres. Alors, Lies, j'aimerais que vous puissiez faire ce tour de micro en 2 minutes pour pouvoir faire un dernier tour d'1 minute chacun. Allons-y. Enfin, pour moi, en fait, donc, la parole s'est débridée. Maintenant, on peut parler. Il faut pousser les gens à parler. Tout le monde a le droit de parler. Tout le monde a le droit de donner son avis. Tout le monde a le droit de donner son avis. Revenons parce que la démocratie, ça s'améliore. Même en Europe, dans les pays occidentaux, ils parlent. La démocratie, ça s'améliore de jour en jour. Ils améliorent. Personne n'a les clés de dire la démocratie, elle est parfaite. Une démocratie parfaite n'existe pas. Revenons au Hirak. La structuration du Hirak. Moi, j'ai toujours dit, je ne sais pas, ça fait pas mal de temps, quand je faisais quelques interventions ponctuelles à la place de la République, il faut structurer le Hirak. Après, attention, mais moi, je m'édique. Ils disent, attention, structuration du Hirak, ça ne veut pas dire une représentativité. Il faut une direction collégiale, il faut structurer, lui donner une force. D'ailleurs, je pense que l'Europe, et notamment le gouvernement français, il a une vision dichotomique du Hirak, parce qu'il sait que c'est un Hirak bruyant, c'est un Hirak qui va dans tous les sens. Comment voulez-vous que les autres chancelleries, les autres pays nous écoutent? On est bruyant, c'est-à-dire, c'est bien de parler, mais à un certain moment, il faut se structurer, amorcer les débats, faire émerger les forces convergentes pour aller de l'avant. C'est très, très important. Il ne faut pas trop intellectualiser le débat. Juste le minimum, un débat précis, rationnel pour faire avancer les choses. Mais est-ce que vous avez vu une révolution qui peut réussir sans qu'elle soit structurée? En 1954, vous avez vu, en 1er novembre 1954, il fallait que Ben Ramdan arrive, Allah yarhamou, appelé l'architecte de la révolution, pour qu'il lui donne une autre force. C'est ça. Parce qu'il y a l'usure, il y a la question d'usure, il y a la question de temps. Le temps peut nous faire cruellement défaut. Donc c'est important la structuration. Ensuite, il faut trouver les moyens, comment se structurer, pas forcément de passer par une représentativité. Donc c'est important. C'est important. Voilà. Alors, dernier tour de micro, je vous demanderai, messieurs, de ne pas dépasser la minute chacun pour le mot de la fin. En fait, l'une des choses les plus importantes, à mon avis, c'est de se dire, oui, à la fois le temps urge, mais de se dire aussi, il faudra se donner le temps.
C'est-à-dire c'est un double défi. C'est un double défi et je pense que ce n'est que dans l'intelligence collective qu'on arrive à jouer sur les deux tableaux. L'urgence ne doit pas nous faire prendre des décisions à l'emporte-pièce et aussi le défi de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas faire fi de notre différence, encore une fois, non, mais c'est de montrer qu'une autre façon d'échanger, comme des vis-à-vis, des yeux dans les yeux, est possible. Parce qu'à partir de ce moment-là, ceux qui ont soulevé à juste titre d'ailleurs des réserves, oui, il y a des... Bien sûr, au contraire, on n'est pas dans le monde des bisounours. Les différences, elles sont réelles et elles sont là. Donc le plus important, cette phase-là, elle dépendra de notre capacité à jouer sur ces doubles défis. L'urgence, qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui l'est moins, et aussi notre capacité à faire acte d'intelligence collective. Oui, moi je dirais que le pouvoir malgré ces divergences, malgré leur division, leur clivage énorme, ils arrivent à trouver ce qu'on appelle l'équilibre précaire. Et nous qui sommes, je dirais, porteurs d'un idéal qui est sain, légitime, pourquoi nous avons toujours cette appréhension à aller les uns vers les autres? Soyons vrais, soyons ce que nous sommes, n'ayons aucune crainte de ce que nous sommes, revendiquons ce que nous sommes, mais allons les uns vers les autres, écoutons-nous les uns vers les autres, ça ne peut que nous renforcer et ça ne peut que nous donner, je dirais, plus de légitimité et de force pour arriver à notre fin. Et de toutes les manières, l'Algérie de demain, comme celle d'hier, comme celle d'il y a un siècle, elle restera toujours diverse et riche de ses diversités. Moi, c'est ma conviction. Yes. Napoléon Bonaparte disait à son cocher, vas-y doucement, je suis pressé d'arriver. Tout un sens. Ouais. Il paraît que ce n'est pas Napoléon, mais enfin. C'est Napoléon Bonaparte, au fait, la guerre de... Cocher, allez doucement, je suis pressé. Il n'y ait pas d'accident en cours de route. Tout à fait. Voilà. Ce que je veux dire, au fait, personnellement, après, je ne sais pas, est-ce que le temps urge ou n'urge pas? Est-ce qu'on est forcément conditionné par la dimension du temps? Une révolution, elle prend son temps. Ceux qui ont déclenché la révolution de 54, ils ne savaient pas qu'en 62, on allait être indépendant. Ils ne savaient pas. Ils sont partis de loin. Oui, tout à fait, absolument. Ils sont partis de loin, mais ils ne savaient pas. On connaît le point de départ, le point d'arrivée, on ne le sait pas. Par contre, il faut garder l'idéal. L'idéal, c'est quoi? Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on bâtisse l'Algérie de demain ensemble. C'est ça. On a besoin de converger nos forces. On a besoin d'un discours précis, de vérité, et se parler les yeux dans les yeux pour construire notre Algérie. Nous sommes responsables de ce pays qui a tant souffert de ces... Voilà. Lias Jbaili, merci beaucoup. Nordina Oussat, merci beaucoup. Khalfa Ben Mamar, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Pardon si nous avons transgressé quelques lignes rouges, quelques tabous. Il faut le faire, je crois. Il est urgent de le faire, d'aller à la vérité, de tout nous dire, de tout nous avouer à la limite et de pouvoir... retrouver un climat serein qui puisse nous permettre d'élever les débats et d'aller vers l'essentiel. Khawa Khawa, n'en déplaise à Abou Khalfa. Et Silmiya Silmiya, Bkhawa la khair b'slama, demain j'espère. Merci les gars. Saha.